au non-jugement, dans le sens où on a tous des parcours de vie différents, on fait tous des choix, des bons, des mauvais, mais c'est pas pour rien. J'ai tendance à penser que quand on fait des mauvais choix, il y a toujours une explication. Alors on va peut-être mettre des années à la comprendre, cette explication, mais ça s'est fait comme ça parce qu'on n'était pas capable de faire autrement à cet instant-là, de réagir de telle manière face à telle situation, parce qu'on en était à un point particulier et qu'il faut accepter de prendre le temps d'avancer, de réfléchir, de tomber, de se relever pour progresser, tout en gardant nos imperfections. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit moment après cet événement qui était trop chouette. Donc événement avec Agnès Martin-Lugan, avec les éditions Pocket. Il y avait aussi Michel Lafon qui était présent, hein, parce que c'est la maison d'édition grand format de Agnès Martin-Lugan. Et en fait c'était assez spécial parce que c'était pour fêter la sortie de ce livre qui est une édition collector et qui regroupe Les gens heureux lisent et boivent du café et la suite La vie est facile, ne t'inquiète pas. Voilà, pour fêter les 10 ans, les 10 ans d'Agnès Martin-Lugan chez Pocket, sachant que les 10 ans chez Michel Lafon, du coup, c'était l'année dernière. C'était hyper intéressant, la rencontre, elle était hyper passionnante en fait. C'était une discussion, c'était hyper fluide entre la personne qui posait des questions et l'autrice. Et on voit qu'elles se connaissaient. C'était très fluide. Après, les questions, elles étaient parfois un peu difficiles quand même. Hein. C'était pas des questions hyper simples sur l'écriture, machin truc, etc. Des fois, c'était assez des questions assez pointues, notamment une sur laquelle Agnès Martin-Lugan est revenue par la suite parce qu'elle n'avait pas d'idée sur le moment. C'est quelle est la dernière erreur que tu as pu faire ou voilà, parce que ce qui était dit, c'était que souvent dans les livres d'Agnès Martin-Lugan, il y avait des personnages qui faisaient des erreurs et donc voilà, de son côté, personnellement, est-ce que c'est son cas à elle, etc. Enfin bref, c'était passionnant. Alors moi j'ai lu 3 livres d'Agnès Martin-Lugan. J'ai lu, plutôt écouté en audio Les gens heureux lisent et boivent du café. Je me souviens très bien du moment où j'ai écouté ce livre. Je suis passée un petit peu à côté. J'en attendais énormément et ça l'a moyennement fait en fait. Je trouvais ça moins profond que ce à quoi je m'attendais. Et là, maintenant, avec du recul, j'ai très envie de le lire en papier. J'allais dire le lire en audio, pas du tout. J'ai très envie de le lire en papier, en fait. J'ai très envie de le redécouvrir maintenant que j'ai lu d'autres livres de l'autrice. J'ai lu L'homme aux 1000 détours, donc celui qui est sorti l'année dernière chez Michel Lafon. Et récemment, j'ai lu La déraison. Alors, L'homme aux 1000 détours, j'avais bien aimé l'écriture, j'avais bien aimé la psychologie des personnages. Et en même temps, j'ai rencontré des personnages dans ce livre que je ne rencontrerai pas dans la vraie vie. Voilà, j'ai une vie globalement simple en fait. Je veux pas dire que je sais pas, je vis pas avec un rocker, je pars pas en tournée, je fais pas... Les soirées que je fais, c'est avec des événements littéraires, enfin c'est lors d'événements littéraires. Les gens avec qui je travaille, ils ont à peu près le même profil que moi, enfin c'est... Voilà, idem pour les parents des enfants à l'école, enfin... Du coup, je vis dans un petit monde, dans un échantillon du monde actuel, mais vraiment échantillon très je vais pas dire qu'on est tous des clones, mais voilà, donc oui, en fait, je peux pas dire que je côtoie énormément de styles de personnes différentes, etc. Et en l'occurrence, ça m'a vraiment fait cette impression quand j'ai lu L'homme aux 1000 détours en me disant... j'ai bien aimé le livre, etc. J'ai bien aimé parce que les personnages étaient vraiment bien décrits. Justement, même si ce sont des personnages
que je pourrais pas rencontrer dans la vraie vie. Déjà, un, parce que ce sont des personnages, et deux, parce qu'ils ont... parce qu'en fait, ils sont vraiment assez, je vais pas dire opposés, mais très différents des personnes que je vois habituellement. Et donc, en fait, très différents par leur vie, etc. Mais très différents aussi par leur façon de penser. Et donc, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je ne pense pas du tout pareil, je ne raisonnerai pas du tout de la même façon, je ne réagirai pas du tout de la même façon. Et c'était extrêmement bien décrit, ce qui m'a permis en fait de comprendre ces personnages qui sont tellement différents de moi en fait, enfin, par leur vie, comme je dis, par leur façon de penser. Et j'ai trouvé ça très fort du coup. Donc là, du coup, Agnès Martin-Lugan, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est un peu différent en fait. Ce que j'ai pensé des gens heureux lisent et boivent du café, et je me suis dit, ok, d'accord, bon, c'est pas trop pour moi. En fait, là, le dernier, je me suis dit, ah, quand même, en fait, il faudrait peut-être que je recreuse un petit peu cette autrice. Et donc, j'ai lu La Déraison. Il y a peu de temps, et donc ça devient mon Agnès Martin-Lugan préférée, parce que les thèmes abordés, parce que pareil, les personnages, et alors pour le coup des personnages que j'ai un peu mieux compris, enfin je vous ai expliqué que j'avais bien compris les personnages de L'Homme au mille détours, mais très opposés par rapport à moi, enfin très différents. Là, un peu moins. Et oui, j'ai été très prise par les émotions. C'est vraiment puis une très belle écriture. Et puis ce truc avec les personnages. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont des personnages avec lesquels j'ai vécu, en fait. Enfin, c'était pas juste des personnages que j'ai croisés dans un livre et puis on comprend bien que ces personnes n'existent pas. Là, non, j'avais l'impression de les avoir rencontrés, de les avoir... j'avais l'impression d'être dans les pièces avec eux, en fait. Enfin... Voilà, bon, je vous en parlerai dans un podcast lecture, mais voilà, ce livre-là, voilà, il a été, et puis de façon personnelle aussi, pour d'autres raisons, il est très fort, il est très précieux, il est très important pour moi, donc j'ai envie de lire d'autres livres, et donc, en fin de compte, je me dis, bah écoutez, maintenant j'ai celui-ci, cette édition collector qui est magnifique, et ben pourquoi pas en profiter pour relire Les gens heureux, lisent et boivent du café, et enchaîner avec La vie est facile, ne t'inquiète pas. Et ben pourquoi pas en fait. Retenter. En me disant, c'était peut-être pas le bon moment. Enfin, je vous dis, je me rappelle très bien de quand j'ai écouté ce livre en audio. Je confirme que c'était pas forcément la meilleure période. Puis en audio, je suis peut-être passée à côté de subtilité. Donc je retenterai bien. Voilà, en tout cas c'était passionnant et en fait c'était même émouvant comme échange, ce qui est fou parce que voilà c'est une autrice qui parle, elle n'est pas là pour nous faire pleurer ou je sais pas, mais c'était très émouvant en fait. Elle expliquait que vraiment elle vivait avec ses personnages et elle a besoin d'avoir un personnage qui a le même âge qu'elle quand elle écrit. Et ensuite, bah, pour elle, ces personnages continuent à vivre avec elle aussi. Et elle a l'air d'être très, très habitée au moment de l'écriture, enfin, voire même avant quand les personnages arrivent à elle. Et très, très habitée, très concentrée. Elle parlait de son premier lecteur qui est son mari, et elle le décrivait, c'est ce que je vous mettais dans un petit réel sur Instagram sur la soirée, elle le décrivait un peu comme un punching ball à ce moment-là, parce que quand elle écrit, elle est dans un autre état, etc. Et en fait, c'est quelque chose que je comprends totalement, alors non pas parce que j'écris, mais parce que quand je travaille, je suis vraiment très concentrée, ou quand je commence à avoir un projet, enfin, ou des petites choses, enfin, genre une idée de vidéo, une idée de machin, enfin, quelque chose quand c'est aussi créatif, enfin, ça, c'était le cas dans
les premiers mois où je créais des designs tricot. Voilà, par exemple celui-ci c'est un design créé que vous pouvez retrouver dans mon livre Je tricote en rang et partout. Et bien du coup ces phases de création en fait je suis tout le temps concentrée en fait sur ce que je veux faire, ou alors les calculs, et puis je finis mes calculs en fait forcément comme je travaille, et bien c'est sur mon temps libre que je faisais ça, et donc au moment où je pouvais être en famille aussi, et donc c'est vrai que je sais que je peux facilement entrer dans ma bulle et être vraiment en boucle sur ça, enfin voilà. Et donc c'est quelque chose que je comprends totalement comme une intense concentration, et c'est pas évident, enfin on se sent efficace dans cette bulle, mais on est obligé d'en sortir par le quotidien, et voilà. Et donc pour la création d'un roman, j'ose même pas imaginer l'intensité, enfin voilà. Donc c'était très très intéressant et très émouvant, et d'une simplicité incroyable. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est la première fois que j'avais une rencontre comme ça avec cette autrice, et en fait, je venais de finir La Déraison. Je l'ai vue, je lui ai dit du coup en quoi cette histoire était importante pour moi d'un point de vue personnel, et en quoi ce roman était encore, enfin déjà en plus d'être très bon, il est encore plus fort, et maintenant je veux en lire d'autres, vraiment je veux en lire d'autres. Voilà, donc échange très précieux, moment très précieux, et je suis ravie de ça. Enfin, vous voyez, j'en fais plein des événements, hein, des événements littéraires, et c'est rarement avec les mêmes auteurs. En fin de compte, tous les auteurs que j'ai vus en événement littéraire l'année dernière, c'est pas forcément les mêmes que j'ai vus cette année. Par exemple, l'année dernière, j'ai vu Virginie Grimaldi. Et cette année, c'était pas le cas. L'année dernière, dans les soirées de lancement, il y avait la soirée de Karen Ponte, il y a eu les 2 années pour le coup. Il y avait une soirée avec Serena Giuliano, mais là j'étais malade, donc j'ai pas pu y aller. Il y avait une soirée avec Cynthia Kafka, et à côté de ça, cette année, j'ai rencontré, je vous dis des idées comme ça, enfin j'ai rencontré Patrick Bowen, là j'ai rencontré Agnès Martin-Lugan, j'ai fait un dîner avec Henri Lovenbruck, alors que c'était pas le cas l'année dernière, enfin c'est vraiment... je peux pas m'en lasser. Voilà, je peux pas m'en lasser. Après une année comme ça de fort événement littéraire, il y a un moment où tout s'arrête, où il y a un petit moment où, parce que je sais que cette période va pas tarder à arriver, parce que là on va rentrer dans la période de la rentrée littéraire, donc au mois de juin il y aura des événements liés à ça, et puis après ça va s'arrêter. Les événements vont se stopper, et puis reprendre doucement en septembre, mais vraiment doucement. Et c'est un peu bizarre ce moment-là en fait, où je vois plein d'auteurs, où on va dans plein de lieux différents, et c'est hyper enrichissant. Enfin c'est ça en fait, c'est enrichissant, ça apporte une expérience en plus par rapport à la lecture. Pour moi, c'est pas le cas de tous les lecteurs, je le sais, j'en ai un à la maison qui lit beaucoup et qui n'en a rien à faire de voir les auteurs en salon. Pour lui c'est pas ça, lui c'est partir dans ces univers, vraiment de la déconnexion, et puis une bonne écriture aussi. Enfin voilà, mon mari il est plutôt comme ça, mais moi j'aime ces moments-là, et je sais que quand il va y avoir cette période de pause, ça va me faire bizarre, ça va y avoir un manque. Peut-être que je comblerai un petit peu avec mon book club polar que j'ai lancé là cette semaine sur Instagram. Donc le book club polar, le principe ça va être de se réunir en petits groupes dans des lieux différents, à des moments différents. Donc on va commencer par un petit déjeuner dans Paris, et puis il y aura peut-être un dîner en semaine dans Paris, il y aura peut-être quelque chose dans les Yvelines puisque moi j'habite à côté de Versailles, il y aura peut-être, écoutez, pourquoi pas se déplacer en province, si vraiment ça fonctionne. Donc peut-être que je comblerai ce manque de cette façon-là pour continuer à parler lecture et tout ça. Mais il y a cette période, quoi qu'il en soit, de manque. Et en fait, quand cette période arrive,
il y a aussi une grosse fatigue parce que en fait mes journées c'est je travaille, le soir je vais à un événement littéraire et puis le lendemain je travaille et puis le surlendemain je travaille, le soir je vais à un événement littéraire. En fait c'est assez dense en fin de compte et si possible le samedi je vais à un salon ou après j'ai quand même aussi plein de choses, puis il faut pas oublier que j'ai 3 enfants donc il y a beaucoup d'autres choses les samedis sinon et donc en fait c'est assez addictif. Les événements littéraires, c'est parce que c'est enrichissant, parce que voilà, ça apporte tellement, et donc on enchaîne, et quand ça s'arrête, il y a ce manque, et en même temps, il y a un côté de fatigue, en fait, de se dire, ah, ça fait bizarre de travailler, et ensuite, après cette bonne journée de travail, eh ben, j'ai juste à me poser dans le canapé, enfin, bien sûr, il y a des trucs à faire à la maison, mais voilà, j'ai pas à rentrer, parce que là, par exemple, pour Agnès Martin-Lugan, j'ai mis 1h30 pour rentrer. J'ai de gros soucis sur la route, y compris à 23h, et quand à 23h, 23h30, on est coincé dans des bouchons dans Paris. On a du mal à sortir de Paris. On sait qu'on peut pas prendre sa route habituelle parce qu'il y a des travaux depuis des semaines sur cette route-là et que on a éventuellement un itinéraire bis, que cet itinéraire bis est également en travaux la nuit. C'est compliqué. Donc voilà, il y a tout ça, c'est-à-dire que je rentre, je suis épuisée, je me dis en plus je veux vraiment faire mon réel ce soir. Donc je rentre, je monte ma vidéo et tout. Maintenant je fais des réels sur Instagram qui sont plus étoffés, qui prennent plus de temps. Et le lendemain je me réveille et j'ai des étoiles plein les yeux et je suis ravie de ce que j'ai vécu la veille. Mais il y a ce moment où quand tout s'arrête, il y a une sorte de fatigue, il y a une sorte de... et qui pour moi la fatigue ça veut dire souvent être malade en fait, et donc l'année dernière j'ai vécu comme ça des moments où même en partant en vacances j'étais épuisée quand je suis partie en vacances et en revenant j'étais comme presque enfermée dans une grotte, en plus il faisait moche et donc je suis restée enfermée pendant une semaine, 10 jours puis j'étais pas bien, j'étais pas très agréable parce que quand je manque de sommeil et tout, enfin, et donc je sais que ce moment peut arriver. Et donc quand ce moment arrive, je me dis j'ai fait trop, j'ai encore fait trop, il faudrait vraiment que je lève le pied. Et c'est vrai que les événements littéraires c'est bien, mais ce serait peut-être mieux que j'en fasse un peu moins parce que ça fait beaucoup. Et après la vague d'événements littéraires arrive et je me dis non mais je vais vraiment sélectionner, et c'est la réalité, je sélectionne en fait, j'ai cette chance, je choisis vraiment les événements littéraires où je veux aller. Et derrière, c'est à chaque fois exceptionnel parce que ce sont des auteurs qu'on voit pas tout le temps, parce que justement l'année d'avant je les avais pas vus ou c'est la première fois que je les rencontre. Enfin, et donc en fait voilà, c'est un cercle vicieux, je sais pas, c'est quelque chose. Je sais ce qui va arriver, je sais que c'est comme ça, et en même temps c'est tellement addictif, c'est tellement passionnant, c'est tellement enrichissant, c'est voilà. Et je ressors, je me dis je veux lire tous les livres d'Agnès Martin-Lugan. Oui, d'accord, je les casse quand en fait? Et donc ça veut dire que je vais lire en plus d'autres livres. J'ai 400 livres dans ma palle, j'en ai plus d'Agnès Martin-Lugan, donc il m'en faut d'autres. Et voilà, donc il y a ce côté où ça ne s'arrête pas, mais en même temps enfin, j'ai envie de vous dire, c'est aussi de la culture, c'est aussi, voilà, c'est de la nourriture de l'esprit, voilà, c'est une sorte de drogue, c'est une sorte de drogue. Quand on rentre dans ce truc-là, et ben en fait, on ne peut plus en sortir, et en même temps, ça me paraît pas mauvais comme drogue. C'est juste après moi à gérer mon temps différemment, à gérer ma fatigue, à gérer, voilà. Mais derrière, enfin, c'est génial, c'est très bien, et il faut pas oublier aussi que tout ça est éphémère, c'est lié aux réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, on sait que ça va, ça vient, et que c'est surtout pas fait pour durer très longtemps. Enfin, ça fait 8 ans quand même que je suis sur les réseaux, mais voilà, il y a aussi toute cette dimension-là où je sais bien que c'est éphémère, donc j'en profite aussi pour cette raison-là.
Voilà, c'était une petite réflexion par rapport à tout ça. Donc, excellent moment en tout cas. Et alors sinon, pour terminer, eh bien, je peux vous parler de ce que j'ai lu. Donc là, petit moment d'état d'esprit lecture. Eh bien, j'ai pas un rendement de folie au niveau de la lecture. J'ai lu... Elle s'appelait Sarah de Tatiana Droney. Enfin, je pense que c'est un livre que vous êtes beaucoup à avoir lu. Je l'ai commencé en lecture commune avec ma grande. Elle en est au début, je l'ai terminé. Donc je sais ce qu'elle va voir, donc je serai disponible pour en parler avec elle. C'est un livre difficile. On suit Sarah. Sarah en 1942 à Paris. Elle a 10 ans, elle porte une étoile jaune, elle est avec ses parents, elle est déportée. Elle laisse son petit frère, elle veut le protéger. Et voilà, derrière on va avoir toute cette histoire. On est sur une double temporalité parce que on suit aussi, alors c'est Julia, voilà. On met du temps avant de voir son prénom. En fait, je note les noms des personnages, je vous l'ai déjà dit, depuis quasiment 6 mois. Ça m'aide beaucoup pour plusieurs choses. Enfin, vraiment, c'est... D'ailleurs, je veux vous faire un petit réel sur le sujet. C'est très intéressant parce que, alors déjà, dans le cadre d'enquête, dans le cadre de polar, ça m'a déjà permis de trouver le coupable. En fait, en me donnant, en me disant, oh, je fais le point sur les personnages, je regarde la liste et je me dis, c'est bizarre, lui, c'est vrai qu'on en a parlé, puis on l'a pas trop vu. Ah bah tiens, c'était lui. Oh. Ou alors, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de suggestions. Quand je parle avec des auteurs, beaucoup disent qu'au début, ce qui n'est pas évident, c'est de suggérer les choses. Parce qu'on est habitué, et c'est ce que je fais aussi, y compris dans mes vidéos, c'est-à-dire que je dis une chose et la phrase d'après, c'est la même chose que je reformule. Voilà, je pense à une sorte de défaut de manager, parce que pendant des années, pour être sûre que ce que je disais était bien compris, je le disais une fois, puis je le redisais d'une autre fois, puis je m'assurais que la personne avait bien compris pour qu'elle fasse ce que j'avais en tête, ou voilà, enfin... Et donc derrière, il y a ce côté, mais même avec les enfants aussi, enfin, on va dire les choses une première fois, on voit que ça n'a pas trop tilté, donc on le reformule avec d'autres mots et tout, et puis après on pose des questions, mais voilà, il y a ce côté reformulation et donc être très 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 explicite. Et les auteurs disent que ça, c'est souvent quelque chose que dans les premiers livres, l'éditeur, l'éditrice va travailler avec l'auteur pour arrêter d'être aussi explicite. Voilà, on n'est pas obligé de dire sur 3 phrases exactement la même chose. Vous voyez, là, je suis d'ailleurs en train de reformuler ce que je disais juste avant. Eh bien, non, en fait, on le dit une fois et c'est bon. Et dans les personnages, il y a du coup aussi des suggestions. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnages et en fait, on voit que... Enfin, moi, du coup, je vais noter les noms. Ça m'arrive de faire une liste. Je note les noms et puis je note 2-3 trucs qui vont les caractériser, enfin 2-3 trucs, en général c'est même un truc, du style, lui c'est le policier, ok, victime, mère de la victime, père de la victime, enfin voilà, ce style de choses. Et en fait, ça arrive que je note un nom de personnage, et je sens que le personnage là, que je vois, je sens que c'est le père du personnage que j'ai vu juste avant. Je le sens, ça se voit au niveau de ce qu'ils se disent et tout, mais c'est pas mis explicitement. Et donc, bah, j'attends que ce soit vraiment explicite. Pareil pour 2 personnages qui sont mariés, ou j'attends que ce soit vraiment explicite pour le noter. Et donc, je vais guetter ça. Donc, en fait, je lis autrement. Enfin, je lis bien sûr l'histoire, mais je lis aussi ça. Donc, je suis attentive à ces trucs-là. Et c'est aussi comme ça que je peux me rendre compte de... Enfin, je veux pas dire que ça va me spoiler, mais c'est là où je peux me rendre compte de choses qui sont parfois un peu particulières. Et là, en l'occurrence, Julia, eh ben, on connaît pas son prénom avant un moment parce que ces chapitres sont racontés à la première personne et donc elle dit pas, elle commence pas en disant « Ouais, salut, moi c'est Julia Jarmond, je suis journaliste américaine, je suis mariée à un Français, voilà, tu peux noter sur ta fiche de personnage. Maintenant, je te présente mon mari, Bertrand, et Bertrand, il est français, et je te présente ma fille, elle s'appelle Zoé. » Enfin, non.
Non, en fait, ça c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil et du coup, ça me permet vraiment d'apprécier cette subtilité. Enfin, voilà, c'est rigolo. Et il y a aussi autre chose, c'est que, chose que je n'aurais jamais notée avant, notée mentalement avant de le noter sur un papier, c'est que certains personnages n'ont pas de nom de famille. Et c'est parfois curieux. Il y a un livre comme ça que j'ai lu, du coup un polar, enfin que j'ai pas lu, que j'ai abandonné. C'était que des prénoms. Et ça m'a surprise en fait, ça m'a encore plus surprise puisque je l'ai vraiment noté. Et donc je dis, attends, lui c'est un inspecteur, on voit son prénom, mais à un moment donné c'est un inspecteur. Il a bien un nom de famille, enfin il y a bien quelque chose. Bah non, en fait c'était pas noté. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre, je suis pas habituée à ça. Et j'ai remarqué aussi autre chose, c'est que on peut avoir, j'ai lu il y a pas longtemps le dernier livre de R.J. Ellory qui est très très bon. Et il y a beaucoup de personnages dans son livre. Et on peut pas dire, tiens, il nous présente 30 personnages dans les 100 premières pages, puis après c'est fini, c'est bon, on tourne avec les mêmes. Non, 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 non. Ça se passe aux États-Unis, et en fait, il y a un shérif. En fait, on va dans une zone avec un shérif, et puis chaque shérif a un adjoint, et en fait on va dans une autre zone, puis en fait on a un meurtre, des meurtres en série, et en fait, du coup, ça se passe dans des endroits différents, avec un shérif différent, avec un adjoint différent, et en fait ça n'arrête jamais. Donc il y a énormément de personnages comme ça, donc il y a ça aussi que je peux noter, quand il y a beaucoup de personnages, et il y a un autre truc, c'est que même parfois, quand il y a beaucoup de personnages, parfois, certains personnages ne sont pas nommés, malgré tout. Donc par exemple, on nous dit, voilà, parce qu'en plus, on est dans des coins différents, donc il y a aussi des légistes différents, et donc on nous dit, bah voilà, ça c'est le légiste machin truc, donc je note le nom, puis là, après, je rencontre un autre légiste, donc je suis prête, hein, je suis prête, quand je dis que je suis prête, je tricote en lisant, et je me dis, en fait, l'idée, c'est que je veux pas passer la page tant que j'ai pas noté tous les personnages rencontrés. Bon, je vous rassure, il n'y a pas 30 personnages sur une double page, donc je lis et tout, et là, je me dis, il y a le légiste, bon, je me tiens prête, avant de tourner la page, on me dira le nom du légiste, et je le noterai sur mon petit papier. Je tourne, et en fait, non. Il y a des personnages où on a juste leur fonction qui est notée, aucun nom n'est donné au personnage parce qu'il n'y a pas besoin, il vient là juste pour une page. Après, il y a des auteurs qui, même dans ces cas-là, donnent un nom au personnage. Et ça apporte quelque chose aussi, parce qu'en fait, ça permet aussi du coup, ça fait moins personnage transparent, quoi. Enfin, du coup, ça lui donne un peu de l'importance, voilà, ça ajoute quelque chose. Mais voilà, et en fait, en notant ça, c'est comme ça aussi qu'en notant vraiment le nom des personnages, et parfois, j'ai que le prénom, mais je sais, vu l'auteur, que j'aurai bientôt le nom de famille, donc je laisse un petit espace pour le nom de famille et je mets sa fonction. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, vous devez croire que j'ai un truc avec les légistes, que dans le dernier livre de René Manzor que j'ai lu, c'est Avif, et en fait le légiste s'appelle, on le surnomme Pat, et son nom de famille c'est Bowen, et donc c'est là que j'ai compris que en fait, et c'est pas mis souvent en fait, on ne dit pas tiens le légiste Patrick Bowen, non c'est mis c'est Pat le légiste, puis après on dit Bowen le légiste, enfin ça dépend si c'est dans des dialogues ou dans de la narration, et en fait eh bien ouais c'est Patrick Bowen. Bah ouais, c'est l'auteur Patrick Bowen qui est médecin. Enfin, voilà. Donc, noter les personnages, je dis, ça... à la base, je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait juste parce que j'enchaîne les lectures et puis ça m'aide, voilà. Et puis, il y a des personnages, des noms de personnages qu'on retrouve beaucoup, par exemple les Alice dans les personnages. Mais il y en a. Bon, bah, du coup, si j'enchaîne 2 livres où le personnage principal s'appelle Alice, bon, bah, c'est bien que je note quand même 2-3 trucs pour être sûr de pas confondre ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc ça m'apporte beaucoup. Donc tout ça pour vous dire que Julia, je me souvenais plus qu'elle s'appelait Julia parce qu'on voit très peu son prénom. Mais en tout cas, ce livre était excellent, très émouvant, hein, très très émouvant parce que vous voyez les sujets très bien écrits. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette histoire de double temporalité. J'ai beaucoup aimé le côté un peu enquête en fait de la journaliste qui va savoir ce qui s'est passé en fait en 1942. Qui veut en savoir plus sur Sarah, sachant que nous, il y a des chapitres où on suit vraiment Sarah à 10 ans.
Donc c'est, enfin moi j'aime bien ça. Enfin je vous l'ai dit il y a pas longtemps, j'aime bien les enquêtes menées par des journalistes. J'aime bien les enquêtes tout court, mais j'aime bien ce côté-là. Et ça me fait penser justement au dernier livre de Hergé Laurie que j'ai lu, où là on est sur une enquête, je crois que c'est en 1992. Alors j'ai absolument rien contre les nouvelles technologies, je suis plutôt pour que contre. Et pourtant, j'aime ce côté journaliste, donc qui n'ont pas les mêmes moyens qu'un policier, non pas une histoire de moyens financiers, mais d'accès à la donnée, d'accès, voilà. Et j'ai bien aimé l'enquête en 1992 parce que même si c'était un shérif qui menait l'enquête, il la menait pas de façon officielle et il y avait vraiment une vraie enquête, c'est-à-dire on suivait on suivait ce shérif en fait qui enquêtait sur le meurtre de son frère et en fait, il allait voir, il savait qu'une personne pouvait avoir des bouts d'informations, il allait voir cette personne, la personne lui donnait les informations, etc. Elle lui disait, écoute, moi je sais ça, le mieux ce serait que tu vois machin. Ok, donc là on se dit, bah il va aller voir machin. Chapitre suivant, ouais, il va voir machin. Machin lui donne des éléments supplémentaires et lui dit, bah c'est tout ce que je sais. Par contre, ce que je sais aussi, c'est qu'il était par là et que peut-être que machin aurait des idées, pourrait t'aider. Et on suit vraiment, c'est hyper logique, c'est hyper méthodique. Et du coup, quand il y a une enquête avec un journaliste, je retrouve ce côté-là. Là, on n'est pas dans un roman policier, on est dans un roman historique. Mais elle va enquêter pour en savoir plus sur Sarah. Et donc, on suit en fait cette enquête, ce raisonnement, cette logique, cette méthode. C'est très mathématique en fait. C'est vraiment... un point A nous donne des informations pour aller au point B et en même temps va nous donner, enfin c'est comme si on avait un énorme puzzle et le personnage A nous donne une pièce du puzzle. Ok, bah une pièce du puzzle c'est pas grand chose, etc. Il nous dit d'aller voir le personnage B il nous donne une autre pièce de puzzle qui s'assemble peut-être pas avec la première, mais c'est pas grave, on en a une deuxième. Et puis voilà, et par moment bah, un personnage peut donner plusieurs pièces de puzzle et puis il y a des choses qui permettent de s'emboîter, mais il reste encore des trous, on sait pas qui a commis le meurtre et puis voilà, on avance comme ça. Et parfois, le raisonnement lié aux informations qu'on a pu avoir peut donner aussi des pièces de puzzle et avancer. Et c'est, enfin, voilà, c'est un raisonnement mathématique. C'est la même chose que quand on est au collège et qu'on nous dit démontrer que ces deux droites sont parallèles, démontrer que ce triangle est rectangle. On va prendre des hypothèses, on va prendre tout ce qu'on veut, on va chercher dans notre répertoire intérieur de toutes les propriétés qu'on a pu apprendre et on se dit ah, si je mélange ça avec ça, alors ma conclusion elle sera ça. Et on arrive sur une démonstration en fait. Donc voilà, moi j'apprécie énormément tout ça et c'est des choses qu'on voit pas forcément dans tous les romans policiers quand on a des équipes de policiers, mais j'aime le raisonnement, voilà, j'aime le raisonnement et en plus quand tout est comme ça parfaitement logique et on arrive tout à suivre, eh bien l'auteur s'amuse à nous masquer quelques petites choses et quand même à nous avoir, alors qu'on est sur une route tracée de très logique, et bien en fait il y a des choses qui arrivent et ça c'est ce que j'aime encore plus. Voilà, donc ça c'est le livre que je suis en train de lire pour l'instant, enfin que j'ai lu pardon, dernièrement. Et alors ce que je lis, c'est ici, c'est Clara lit Proust. C'est un livre qui m'a été offert par Isabelle, d'Isabelle Lecture, que je remercie énormément. Je l'ai reçu et je l'ai commencé tout de suite après. J'avais tellement envie de le lire, j'ai failli l'acheter, mais vraiment, mais quelques jours auparavant et tout ça. Mon premier livre de Stéphane Carlier, donc j'aime bien, c'est un livre qui est très court, il fait 200 pages, 207 pages. Le début est bien, c'est assez fluide, c'est comme des tout petits chapitres, voilà, on lit ces petits chapitres qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais on avance dans cette histoire. Clara, elle travaille dans un salon de coiffure, et puis à un moment donné, il y a un client qui oublie un livre, et donc ça va être un livre de Proust, comme vous pouvez vous en douter, et là, à partir de ce moment-là, on change de partie. On arrive dans la partie 2 qui s'appelle Marcel et l'histoire prend un autre tournant. Donc si on change de partie à la page 69, si on était juste comme dans les 60 premières pages, ça aurait été sympa, mais ouais, ok, très bien. C'est un livre court, d'accord. Là,
on change totalement en fait. Et on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. La première partie était certes pas incroyable, c'était bien, mais c'était pas dingue. Et je me suis dit, mince, si ça continue comme ça, ce sera pas un coup de cœur. Et en même temps, si ça continue comme ça, je comprends pas le titre parce qu'il y a rien qui est en lien avec Proust. Clara, oui, je la vois, mais Proust, je ne le vois pas. Et donc voilà, ça aurait été sympa, mais sans plus. Et là, on change en fait de style et tout. Et c'est fort parce que dans un livre de 207 pages, on pourrait être sur la même chose de A à Z, mais non, c'est pas le cas. Donc voilà, je vais continuer et puis je vous en parlerai et tout dans un podcast lecture, mais j'ai tellement entendu de positif sur ce livre. Je vous dis, au début, je me suis dit, mince, ok, mais je pense que j'ai déjà lu mieux quand même. Enfin, et là, je comprends. Là, je comprends. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout. C'était tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne comme d'habitude. Et puis d'ici là, bien sûr, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.